Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, un webinaire pour vous présenter la sécurisation et les diagnostics à réaliser sur les réservoirs. Alors on parle de châteaux d'eau, mais c'est aussi bien sûr tous les réservoirs enterrés, réservoirs semi-enterrés, pour sécuriser ces ouvrages et planifier les travaux dans le temps. Un petit mot juste avant sur Cardina, qui sommes-nous? Alors, nous sommes filiale du groupe Quali-Consult, 2000 personnes. Le groupe Quali-Consult, c'est plusieurs filiales, contrôle technique pour Quali-Consult, coordination SPS pour Quali-Consult sécurité, toutes les vérifications périodiques des bâtiments en exploitation et des ouvrages en exploitation par Quali-Consult exploitation, les diagnostics amiante, plomb, termites par Quali-Consult immobilier. Et Cardina est la filiale spécialisée en AMO, diagnostic, construction de schémas directeurs, de plans pluriannuels de travaux et de maîtrise d'œuvre spécialisée. Voilà, en l'occurrence, sur les ouvrages d'art, les bâtiments et puis les ouvrages de génie civil, de l'eau et de l'assainissement. Alors, les châteaux d'eau, les réservoirs. Alors, sans faire un grand historique, faut savoir quand même que les châteaux d'eau sont des ouvrages qui datent déjà de 2000 ans. Hein. Les Romains avaient déjà construit des châteaux d'eau en pierre pour récupérer l'eau des sources et puis le redistribuer par des aqueducs en pierre également. Hein. Donc des ouvrages toujours existants. On peut en voir notamment un beau à Nîmes, relativement complet. Après, les châteaux d'eau ont surtout été construits dans les années 50-70, quand l'eau courante commençait à arriver un peu partout en France. Donc, il reste quand même pas mal de ces ouvrages des années 70, donc vieillissants, qui nécessitent, comme une bonne partie du patrimoine français, de les suivre et donc de les diagnostiquer pour pouvoir prolonger leur durée de vie, leur durabilité et la sécurité de ces ouvrages. Alors, c'est vrai que c'est des ouvrages qui ne sont pas forcément visités régulièrement, si ce n'est par les exploitants et les donneurs d'ordre, notamment pour les réservoirs enterrés. Donc, il faut s'obliger effectivement à faire des suivis dans le temps de tous ces ouvrages. On voit au niveau de nos clients que certains de ces clients font le suivi visuel eux-mêmes, hein, pour avoir un état de santé régulier de ces ouvrages, et font appel après à des sociétés telles que les nôtres pour aller plus loin sur les diagnostics et la construction des plans pluriannuels de travaux, les schémas directeurs travaux, ou confie l'ensemble du suivi des ouvrages et les diagnostics spécialisés à des sociétés extérieures. Donc, c'est surtout cette visibilité qu'il faut pouvoir apporter sur ce type de patrimoine, comme tout type de patrimoine d'ailleurs. Hein, faut qu'on soit plus dans une situation de préventif que de curatif. Hein. Vous savez tous que le curatif coûte très cher quand on parle après en solution globale, hein, en solution de coût global. Voilà. Après, le dire, c'est facile. L'exécuter et le faire, c'est un peu plus compliqué. Ça demande de l'organisation pour faire du préventif et surtout de la planification. Voilà. C'est vraiment l'objet aussi de ce webinaire. Méconnaissance de l'état. Donc, il faut absolument se constituer un état des lieux complet de ces ouvrages. L'historique n'est pas toujours facile à retrouver. Bon, sans parler de 2000 ans, mais déjà quelques années, voire quelques dizaines d'années, c'est très difficile d'obtenir les plans de ces ouvrages, les audits qui ont peut-être été déjà faits dessus, les différents travaux qui ont été faits dessus. Donc, il faut pouvoir cartographier tous les désordres qu'on peut avoir sur ces ouvrages avec des visites, des inspections. On parle du génie civil, on parle de la structure, mais il y a aussi tous les équipements de sécurité, notamment tout ce qui est accès à ces ouvrages, hein, pour la sécurité des intervenants. Voilà, donc ça, c'est aussi une des lourdes responsabilités du maître d'ouvrage. Donc pour ça, pareil, il faut un suivi rigoureux et puis des diagnostics à réaliser. On pourrait parler aussi des équipements extérieurs comme les antennes, qui peuvent poser des problèmes
de tenue dans le temps, voire de chute de morceaux de béton, hein, comme on peut voir sur pas mal d'ouvrages. Donc voilà, il y a des risques, il y a un suivi à faire, il y a des diagnostics à faire pour pouvoir planifier ces travaux de façon préventive dans le temps. Alors les types de pathologies, voilà, c'est juste pour illustrer. Après, Vincent va rentrer un peu plus dans le détail. Mais voilà, l'objet de la mission de diagnostic, on parle de diagnostic, voilà, c'est pas uniquement de réaliser un état des lieux. Bon, on va vous dire effectivement, il y a de la corrosion, il y a de la carbonatation du béton, bon, très bien. Il y a des problématiques de fissuration au niveau des voiles extérieures. Ça peut être aussi à l'intérieur. Ça peut être des problèmes du revêtement intérieur, de cloquage, de microporosité. Voilà, ça c'est le constat. Ce qui est surtout intéressant et utile, c'est d'avoir derrière quoi faire. Voilà, à partir de cet état, aller un peu plus en profondeur sur la connaissance des différents matériaux pour pouvoir donner des solutions et planifier les travaux à réaliser, justement pour aider le maître d'ouvrage à planifier, à budgéter les travaux, voilà, qui peuvent être onéreux si justement on n'a pas fait un suivi relativement préventif de ces ouvrages. Donc l'objet, c'est vraiment voilà, un état des lieux, une connaissance de ces ouvrages avec des inspections, encore une fois, qui peuvent être faites en partie par le maître d'œuvre, par le maître d'ouvrage, voilà, que l'on peut guider avec des grilles. Et puis surtout, voilà, intervenir spécifiquement pour des diagnostics poussés, notamment pour définir les meilleurs travaux pérennes à réaliser pour conserver ces ouvrages, à la fois le revêtement, voilà, quand on commence à avoir des fuites d'eau sur des châteaux d'eau, c'est que voilà, vraiment on arrive à une phase pas ultime, mais voilà, qui commence à être relativement dramatique et qui va nécessiter des travaux et un coût important de réparation. Donc, il faut éviter d'en arriver là et donc faire du préventif objet de ces diagnostics. Alors voilà, je parlais des équipements de sécurité. Voilà, on peut arriver dans des cas extrêmes aussi à la mise en danger des personnels. Donc voilà, il faut éviter tous ces sujets. Donc, conséquences, on l'a vu, qui peuvent être lourdes. Bon, château d'eau, c'est quand même ou les réservoirs, hein, enterrés, semi-enterrés. Voilà, c'est quand même la distribution de l'eau potable. Donc, d'avoir des problématiques de matériaux sur de l'eau potable, voilà, c'est un risque. Et puis, surtout des problématiques voilà, d'arrêt d'exploitation qui ne sont pas planifiées, qui vont être difficiles à mettre en œuvre, à organiser, un risque éventuel pour la sécurité des personnes. Voilà, c'est toutes ces conséquences qu'il faut éviter en réalisant un diagnostic et un suivi préalable de ces ouvrages. Je vais laisser la parole à Vincent, voilà, qui va détailler un peu le processus de diagnostic. Donc rebonjour à tous. Globalement, sur le phasage d'un diagnostic, ce qui est intéressant déjà dans un premier temps, hein, c'est de préparer le diagnostic avec un certain nombre d'informations. J'allais dire, plus on a de documents, plus on a d'informations, plus les diagnostics sont cohérents. Il arrive régulièrement que la totalité de ces documents ne soit pas présent, notamment les plans, les DOE. Hein, c'est des documents qui sont rarement présents, mais bon, voilà, c'est ce type d'élément qui peut être utile. L'historique, hein, l'historique est assez intéressant, l'historique connu par les exploitants, par les maîtres d'ouvrage. Hein. Donc c'est des informations utiles à la préparation d'un diagnostic et qui donnent des informations aussi importantes sur l'évolution des différents désordres, sur la typologie de construction, etc. Ensuite, donc globalement, comment se déroule un diagnostic? Il faut déjà faire un premier état des lieux, déjà visuel, de tous les désordres intérieurs, extérieurs, voilà, les cuves, les chambres des vannes, les équipements, pour ensuite pouvoir déterminer voilà, s'il faut aller plus loin, analyser les matériaux et les différentes pathologies, et ensuite croiser les différents résultats pour
en réaliser des conclusions et déterminer des travaux. Globalement, c'est aussi des ouvrages assez spécifiques dans l'intervention. Donc, il est nécessaire déjà pour réaliser ces diagnostics que ces diagnostics soient réalisés par des ingénieurs spécialisés en structure et en génie civil, parce qu'on est quand même sur des ouvrages voilà, assez spécifiques. Et en ce qui concerne aussi l'intervention, donc on est sur des ouvrages qui nécessitent de pouvoir intervenir en milieu confiné, donc personnel certifié CATEC, matériel CATEC, voilà, donc ça c'est important. Il peut arriver aussi parfois d'intervenir en présence d'amiante. Donc dans des cas comme ça, il faut du personnel certifié SS4. Et puis il y a aussi notamment pour les châteaux d'eau, les ouvrages sur tour, il est nécessaire également parfois de faire des inspections par drone ou des inspections en nacelle avec le personnel habilité bien sûr. Donc comme je le disais, on démarre dans un premier temps par une inspection visuelle de l'ouvrage, l'intérieur, l'extérieur, le génie civil, les équipements, on localise les désordres, voilà, voir s'ils sont généralisés, s'ils sont ponctuels, en type de désordre, Patrick vous les a montrés tout à l'heure, mais voilà, on peut avoir de la corrosion d'armature, des éclats de béton, des fissurations, des décollements d'étanchéité, de revêtement d'étanchéité, etc. On quantifie également les désordres et après on se sert également de cette inspection visuelle pour définir les zones d'investigation plus poussées que je vais vous présenter justement maintenant. Donc on réalise des investigations non destructives. Les investigations non destructives sont des investigations importantes à réaliser. Comme on a pu l'écrire ici, c'est un petit peu voir l'invisible. Voilà, avec des investigations non destructives, on peut détecter les profondeurs d'armature. Voilà, ce qui nous donne après des informations assez intéressantes sur les risques de corrosion. Il y a des méthodes de mesure, comme on peut le voir sur l'image qui est présente sur la slide, des méthodes de mesure pour estimer la corrosion des armatures dans le béton. On peut faire des essais sur la qualité du béton via des essais sclérométriques ou également des mesures ultrasoniques. Voilà, et puis on peut faire également du sonnage en marteau pour vérifier l'adhérence des revêtements d'étanchéité. Quand les désordres sont plus poussés, quand les désordres sont avérés, il est nécessaire de faire des investigations destructives. Donc on prélève on fait des prélèvements de béton par carottage pour envoyer en laboratoire, voilà, et puis faire des analyses que je vous présenterai également juste ensuite. On peut faire des sondages destructifs pour visualiser réellement l'état des armatures dans le béton, des sondages par piquage. Il est également possible de faire des mesures de profondeur de carbonatation. Donc ça, c'est la carbonatation. C'est en fin de compte la pollution du béton sur ses premiers centimètres et qui peut aller plus loin jusqu'à cœur du béton. C'est une pollution tout simplement par l'environnement ambiant et qui vient corroder les armatures dans le béton lorsque le flux de carbonatation dans le béton va au-delà justement des armatures présentes dans le béton armé. Et on réalise également des essais d'adhérence, des revêtements qui eux permettent de déterminer si le revêtement actuel, l'étanchéité, est toujours adhérente au support, et également de vérifier la cohésion du support pour mise en place d'une nouvelle étanchéité. Il y a également la possibilité de réaliser des instrumentations. L'instrumentation, ça permet, sur une durée définie, par exemple sur une année, de vérifier l'évolution des désordres. Par exemple, pour les fissurations, de déterminer si ces fissurations sont actives ou passives. Peut-être qu'il s'agit d'anciennes fissurations qui ne sont plus évolutives. Voilà, c'est ce type de suivi par mise en place de différents capteurs, capteurs d'inclinaison, capteurs de déplacement, capteurs de fissure, capteurs d'hygrométrie, etc., qui permettent de déterminer
l'évolution des désordres dans le temps. Grâce aux prélèvements effectués justement, il est possible en laboratoire de déterminer les pathologies internes au béton qui peuvent avoir un risque sur les bétons et sur les armatures. Donc il y a une liste d'essais ici citée, il peut y en avoir d'autres également. Donc on teste la résistance à la compression des bétons, on teste leur masse volumique et la porosité. Plus la porosité est importante, plus les polluants peuvent rentrer dans le béton rapidement. On peut refaire des mesures de carbonatation en laboratoire. On recherche aussi la présence de chlorure et sulfate, les chlorures et sulfates qui sont des polluants externes qui rentrent dans le béton et qui également provoquent la corrosion des armatures, en sachant que la corrosion des armatures entraîne le gonflement des armatures et l'éclatement de béton. On peut déterminer aussi avec exactitude la composition réelle d'un béton avec des typologies de ciment, etc. Et on peut réaliser des observations au microscope électronique à balayage. Donc c'est l'image que vous voyez ci-contre. Et ce que vous voyez par exemple sur l'image, c'est de l'étringite. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la chimie, mais voilà, c'est en effet une pathologie du béton, et qui cause ensuite des micro-fissurations du béton, qui à terme peut devenir critique. L'objectif de tous ces essais, bien sûr, ensuite, c'est de rédiger cet état des lieux, les résultats de ce qui a été observé sur place. Donc déjà, les désordres visibles, voilà, les hiérarchiser par gravité selon la cotation EQA, en fonction de leur importance. Ça détermine également une urgence d'intervention sur ces désordres. Et du coup, il est nécessaire d'en déduire des préconisations d'action, des préconisations de travaux, potentiellement, des préconisations d'investigation complémentaires, ça peut arriver également. Voilà. Donc ces désordres nécessitent derrière des actions, et c'est ces préconisations qui sont utiles pour déterminer ces actions. Il y a une cartographie des désordres qui peut être réalisée. Ce qu'on peut voir ici sur le plan, c'est justement donc les numéros de photos qui sont implantés, tous les numéros que vous voyez, les numéros de photos de photos et de désordres qui ensuite sont retrouvés dans les rapports de diagnostic avec justement l'implantation de ces désordres par typologie, et aussi c'est ce qui permet également de quantifier ces désordres. Et ensuite, j'allais dire le plus important, c'est donc la synthèse du diagnostic qui reprend tous les résultats, qui soient visuels, qui soient essais in situ, destructifs, non destructifs, essais en laboratoire, et qui permettent justement de déterminer les travaux à réaliser sur ces ouvrages, selon la cotation, déterminer l'urgence des travaux, est-ce qu'elle est immédiate, est-ce qu'elle est sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Donc ça permet également de réaliser un plan de travaux, sur un certain nombre d'années, avec des préconisations précises des travaux à réaliser. Grâce à tout ça, on détermine aussi un élément important du diagnostic, c'est l'estimation financière de tous ces travaux. Ça permet également au maître d'ouvrage de visualiser, de budgétiser ces travaux, de les répartir sur une période donnée. Donc ces travaux ont un coût. Bien sûr, plus on intervient tôt pour ces travaux, plus le coût est faible, parce que plus les désordres seront limités.
voilà, donc l'objectif à la fin, pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est donc de réaliser un diagnostic, un état des lieux, et ce diagnostic permet justement une hiérarchisation et une programmation des travaux et une estimation financière, et tous ces éléments permettent de réaliser un plan pluriannuel de travaux voilà, sur l'aspect technique et financier pour ces ouvrages. Donc, pour synthétiser tout ça, diagnostiquer, c'est un élément important sur la vie d'un ouvrage, surtout sur ce type d'ouvrage, qui est un ouvrage, j'allais dire, avec une partie cachée, hein, de manière assez régulière, l'intérieur des cubes, etc. Voilà, donc ces diagnostics permettent d'anticiper les désordres avant qu'ils apparaissent, avant qu'ils deviennent généralisés. Ils permettent de programmer les travaux, bien évidemment de lisser les budgets et de réduire les coûts. Hein, donc on lisse les budgets sur un certain nombre d'années en fonction voilà, de l'urgence des travaux, comme je le disais précédemment, et bien sûr réduire les coûts, puisque plus les désordres sont décelés en avance, plus les coûts en sont réduits. Et ça permet également de sécuriser l'exploitation, puisque ces désordres peuvent provoquer des risques sur l'exploitation, notamment en ce qui concerne les équipements. Donc voilà, c'est important de réaliser un suivi régulier des ouvrages, ça permet de maîtriser les risques, les coûts, et également d'augmenter la durée de vie des ouvrages, en sachant que ces diagnostics poussés que je viens de vous présenter peuvent aussi nécessiter déjà dans un premier temps un état des lieux général, visuel de vos ouvrages, voilà, pour déterminer quels ouvrages sont nécessaires à diagnostiquer, quels ouvrages nécessitent des investigations poussées. Voilà, donc avoir un état des lieux de son patrimoine génie civil, voilà, ça permet justement de pouvoir déterminer quand et comment agir. Donc voilà, c'est important. On est à la fin de cette présentation. Je ne sais pas si, Patrick, tu souhaites rajouter quelque chose justement à ce sujet. Alors, Patrick, je pense que ton micro est coupé. Oui, pardon. Oui, je disais, on suit effectivement la logique, comme pour les ouvrages d'art, comme pour les bâtiments, voilà, d'inspection pour pouvoir anticiper les travaux à réaliser. Encore une fois, voilà, on a parlé souvent des ouvrages d'art parce que c'est des sujets aussi cachés, entre guillemets. Voilà, on passe sur les ponts, mais on s'occupe très peu de ce qui se passe en dessous, jusqu'à ce qu'il y ait un problème un peu plus important. Aujourd'hui, voilà, les gestionnaires de patrimoine en ont conscience, également pour les bâtiments. Comme je disais en introduction, c'est quand même des ouvrages assez anciens, notamment pour les châteaux d'eau, certains réservoirs. Donc voilà, il faut vraiment une campagne globale d'inspection visuelle, avec un coût qui est relativement modeste, on dira, pour des inspections visuelles. Après, ça peut aller un peu plus loin parce qu'il y a des diagnostics approfondis. Mais encore une fois, voilà, c'est sans commune mesure avec le coût des travaux à réaliser à long terme. Voilà, comme vous le savez bien, voilà, il vaut mieux faire de la prévention que du curatif. Voilà. Après, il faut s'en donner les moyens et avoir vraiment une image globale, comme l'a présenté Vincent.